soutien accordé à l'Express, l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon, le premier du RPR à avoir accepté cette alliance avec le FN, donc à avoir tenté cette union des droites, a de nouveau tenté l'expérience. Il a appelé Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen à s'allier pour les législatives en vue de gouverner. Je cite, « J'appelle Le Pen, Zemmour, Pécresse à construire un programme commun ». Il part d'un constat que nous pouvons d'ailleurs tous faire. Nous sommes face à une situation inédite et paradoxale, dit-il. Les Français n'ont jamais été autant à droite et pourtant nous pourrions perdre l'élection présidentielle. Certes, et son plan, ce serait donc enjamber la présidentielle et construire l'union de la droite pour les législatives pour pousser donc Emmanuel Macron à la cohabitation. Cette union est-elle réalisable? Est-ce que c'est un vœu pieux? Ne faut-il pas changer finalement de paradigme et déplacer le curseur vers un nouveau clivage, celui des souverainistes et des mondialistes? C'est tout le sujet de cette table ronde. Et pour cette table ronde, je suis avec Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. Alors vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de ce livre que je cite à chaque fois quand on parle de la droite, La guerre à droite aura bien lieu chez Desclés de Brouwer, parce que là on est toujours dedans, il est toujours terriblement d'actualité ce livre. Et puis dernièrement vous avez publié L'Empereur et les brigands, le théâtre de l'histoire aux nouvelles éditions latines. Et puis je suis avec Philippe Murer, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes ingénieur, diplômé de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble. Vous avez travaillé dans le secteur de la finance de marché, auteur avec Jacques Sapir en 2013 de la note de la Fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro. Et vous avez publié dernièrement Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On reparlera d'ailleurs de transition écologique avec vous bientôt. Et donc, vous l'aurez tous compris, chers amis auditeurs, Philippe Murer, lui, est un souverainiste. Et puis, souverainiste, donc, qui veut quitter l'Union européenne. On en reparlera ensemble. Et puis, nous sommes également avec Stéphane Buffetot. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes ancien adjoint au maire de Versailles, secrétaire général du MPF. Donc, ce mouvement fondé, je le rappelle pour nos éditeurs, par Philippe de Villiers, qui, justement, lui aussi a milité pour cette union des droites. Et puis, ensuite, vous avez été notamment pour le rapprochement du CNIP avec le parti chrétien-démocrate. Voilà, donc on est tous ensemble pour... Oui. Oui, alors surtout, je suis actuellement premier adjoint au maire d'une commune en Vendée, une petite commune rurale de 1800 habitants, et je suis vice-président du CNIP. Voilà. D'accord. Pour être d'actualité, si je puis dire. Tout à fait. Donc, pour revenir sur l'union des droites, d'abord, première question, comment réagissez-vous à cet appel de Charles Millon? Est-ce que c'est un vœu pieux, un dernier appel, mais qui est déjà voué à l'échec? Guillaume Bernard. Écoutez, je crois que Charles Millon a parfaitement raison de rappeler les chefs des partis politiques, y compris Éric Zemmour, qui est le dernier en date à être à la tête d'une organisation politique d'importance, étant donné que Reconquête a quand même rassemblé énormément de militants. On verra bien le score qu'il fera à la présidentielle. Mais Charles Millon a raison de rappeler à la raison les chefs des partis politiques et de leur dire qu'il y a un intérêt supérieur à celui des organisations partisanes, c'est l'intérêt national. Et que la guéguerre entre les organisations politiques, c'est bien gentil, ça va un temps, mais lorsque on va constater au soir du premier tour de l'élection présidentielle qu'il y a une première force politique, la droite nationale, si on additionne le Rassemblement national, Reconquête, Dupont-Aignan, si l'on voit qu'il y a d'autres organisations comme VIA, c'est-à-dire l'ex-PCD dirigé par Jean-Frédéric Poisson, etc., que l'ensemble de ces forces politiques constitue la première force politique devant Emmanuel Macron. On verra quelle est la répartition entre ces différentes organisations, mais que ces différentes forces constituent la principale force politique, mais qu'elle sera vraisemblablement en incapacité et de gagner la présidentielle parce qu'elle est divisée, et je dirais d'obtenir un grand nombre de députés parce qu'il risque d'y avoir, c'est vraisemblablement ce qui va se passer, eh bien des candidats concurrents dans les mêmes circonscriptions, il est bien évident que les électeurs seront extrêmement déçus et que donc Charles Millon a parfaitement raison d'anticiper, me semble-t-il, ce qui risque d'être le scénario catastrophe, c'est-à-dire
une force politique qui est la première force politique, mais qui sera en incapacité d'avoir de nombreux élus. Je crains, je crois qu'il faut peut-être un peu prévenir les auditeurs et les téléspectateurs, je dirais, de Radio Courtoisie, pour leur dire qu'il est très vraisemblable que malgré la proximité partisane et même programmatique, les candidats qui ne seront pas au deuxième tour de la présidentielle n'appelleront vraisemblablement pas à explicitement voter pour celui des candidats de la droite nationale qui se retrouvera au second tour. Parce que, tout simplement, ces organisations voudront préserver leurs intérêts en présentant des candidats aux législatives, parce que vous le savez bien, c'est le premier tour, c'est le résultat du premier tour aux élections législatives qui permet d'obtenir le financement public. Il faut avoir obtenu 1% dans au moins 50 circonscriptions pour y accéder, et ensuite on obtient environ 1,80 € par voix pendant toute la durée de la législature. Donc voilà, ce scénario catastrophe, la première force politique en France, mais qui est divisée, ne pourra vraisemblablement pas gagner la présidentielle et va encore plus se diviser aux législatives. Et donc, par conséquent, effectivement, il va falloir réfléchir à comment trouver les moyens de réaliser cette unité de la droite, cette recomposition politique que Reconquête a incontestablement commencé à réaliser, parce que Reconquête a en grande partie joué le cordon sanitaire. Je n'ai vu quasiment aucun, je n'ai vu aucun de vos confrères, cher Clémence, expliquer à Éric Zemmour qu'il était rejoint par des gens du Rassemblement national et donc par des fascistes. C'est donc la preuve qu'il n'y a quasiment plus de cordon sanitaire. Non, parce que les accusations de nazisme venaient de Marine Le Pen, enfin du camp de Marine Le Pen cette fois-ci. Voilà, pour changer. Exactement. Bon, il y avait un retournement de situation assez amusant. Mais enfin, en tout cas, voilà, Reconquête a contribué à faire une première étape de la recomposition en tuant le cordon sanitaire. Il faudra passer à une deuxième étape, et je crois que Charles Millon a raison de dire qu'il faut passer à la seconde étape. Le problème, c'est que vraisemblablement, cette seconde étape, elle ne sera pas réalisée lors des législatives, mais elle sera réalisée sans doute à l'occasion d'élections locales. On reviendra sans doute dans notre discussion sur les moyens pour réaliser cette recomposition, et j'ai quelques pistes à vous proposer. D'accord. Mais en plus, les élections locales, ça concerne notamment Monsieur Stéphane Buffetot. Là, pour réagir à ce que nous dit Guillaume Bernard, il faut prévenir les auditeurs et les électeurs. Malheureusement, je pense que les électeurs et les auditeurs sont prévenus. Ils sont déjà très inquiets de la situation pour la droite, puisque finalement, ils sont dépendants d'une logique de parti, là, Stéphane Buffetot. Oui, alors Guillaume Bernard a eu parfaitement raison d'insister sur, malheureusement, l'aspect très concret et très matériel, celui du financement des partis politiques, qui risque d'être déterminant. Bon, alors, Charles Millon a parfaitement raison, et d'ailleurs, rétrospectivement, on peut se dire que si on l'avait écouté lorsqu'il avait fait sa première alliance avec quelques autres présidents de conseils régionaux, d'ailleurs à l'époque, la gauche ne serait jamais revenue au pouvoir, probablement. Bon. Donc quand elle a été revenue au pouvoir, vous savez ce que disait Guy Mollet, la droite française est la plus bête du monde. Oui. Ce que j'espère quand même, c'est que cette fois-ci, elle va montrer, au moins pour les législatives, qu'elle n'est pas complètement stupide. Mais la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par la droite. Oui, tout à fait. Je pense que le débat est un peu biaisé toujours par la période, je dirais, qui a commencé en 1917 et qui se terminait en 1991, c'est-à-dire la confrontation entre deux systèmes marxistes et libéraux de l'autre côté. Et donc, le choix, c'était la droite était pour l'économie libérale et la gauche pour l'économie étatisée, marxisée, etc. Bon. Alors c'était d'abord une erreur parce que historiquement le libéralisme n'est pas une idéologie de droite, pour être très clair. Et deuxièmement, je pense que ça ne correspond plus vraiment à la réalité. Les Italiens, quand ils parlent du paysage politique, emploient souvent le mot centro-destra, le centre droit. Moi, quand je vois Madame Pécresse, en vérité, je pense plutôt que c'est centre droit que droite.
Et donc, même on en parlait il y a peu de temps avec Édouard Husson, avec ses prises de position, notamment dans le magazine Tétu, on voit plutôt même de la gauche, parce qu'elle souhaite accompagner la... Ah, je crois qu'on a perdu Stéphane Buffetot. Stéphane Buffetot ? Bon, de toute façon, les amis, il est 8h sur Ligne Droite, c'est l'heure de faire un rapide point sur les informations, et juste après, on donne la parole à Philippe Murer. Mais je me tourne vers Alexandre Colby pour les informations. Alexandre Colby, Marine Le Pen donnée favorite pour atteindre le second tour. D'après le sondage réalisé hier par Ipsos pour France Info et Le Parisien, la candidate du Rassemblement National se trouverait favorite pour affronter Emmanuel Macron au second tour, disposant de 18,5% des intentions de vote. Avec une hausse de 3 points en 5 jours, elle prend de l'avance face à Jean-Luc Mélenchon qui se situe à 12,5%, Éric Zemmour à 11% et Valérie Pécresse qui est tombée à 9,5%. Sa base électorale semble plutôt certaine de son choix. 4 Français sur 5 qui déclarent voter Marine Le Pen assurent que leur choix est définitif, contrairement à d'autres candidats comme Yannick Jadot où la proportion descend aux alentours d'un Français sur 3. Édouard Philippe prévient contre l'excès de confiance au sein de LREM. Le fondateur du parti Horizon redoute une démobilisation de l'électorat pro-Macron suite aux résultats des sondages qui le donnent en tête avec plus de 30% des intentions de vote. Lors de sa prise de parole à un meeting politique à Nice, il a martelé que les électeurs ne devaient pas se retrancher derrière les sondages pour se rassurer. Il a pour l'occasion détourné Jean de La Fontaine de la fable du corbeau et du renard. Tous les grands sondeurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Plusieurs cadres de la campagne LREM ont confirmé ces inquiétudes. Christian Estrosi, le maire de Nice, a estimé que les gens n'aiment pas l'arrogance ni les résultats joués d'avance. Toujours chez LREM, une grande cause oubliée du quinquennat. Il s'agit de la cause pour l'égalité homme-femme, donnée comme une priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourtant, au sein même de l'équipe de campagne du président sortant, l'écrasante majorité des porte-voix sont des hommes, Jean Castex, Christophe Castaner, Gabriel Attal, François Bayrou. Ces inégalités sont antérieures à la campagne présidentielle et fait grincer des dents en interne. Recueilli par Le Parisien, le témoignage d'une figure féminine de la Macronine s'exaspère du manque de représentation. Quelques exceptions apparaissent, Marlène Schiappa qui a débattu avec Marine Le Pen sur C8 et Elisabeth Borne qui s'est chargée d'expliquer la proposition RSA. En plus de ces porte-voix, les postes clés de la campagne sont aussi tenus par la gente masculine. Le président du comité de campagne est Richard Ferrand. Grégoire Poton se charge de la coordination de la campagne. Un ministre l'a témoigné, il existe bel et bien un problème structurel. Et on passe au sport à présent avec la défaite de l'équipe de foot féminine à Lyon. Les Rodaniennes se sont inclinées face à la Juventus 2-1. Sur la pelouse turinoise, les Françaises avaient bien commencé avec un but à la 8e minute par Macario, mais un carton rouge pour Ellie Carpenter a laissé l'équipe en infériorité numérique, ce qui a permis aux Italiennes de reprendre l'ascendant en remportant le match. L'équipe féminine de Lyon revient en France en ballottage défavorable et tentera de se qualifier pour le dernier carré au Groupama Stadium. Et on finit par un petit point météo, Alexandre. Un grand soleil sur l'ensemble du pays toute la journée, sauf sur la chaîne des Pyrénées avec un temps assez nuageux. Côté température, on reste sur un début de printemps avec des maximales à 12 degrés dans le sud, est pour la matinée et 11 à Paris. Cet après-midi, on pourra enlever le pull avec des températures bien plus chaudes, 19 à Paris et à Strasbourg, 18 à Biarritz et 17 à Nice. Merci beaucoup Alexandre Colby. Tout de suite, nous retrouvons notre table ronde qui tourne autour de cette union des droites ou union des souverainistes. Quel est le meilleur projet ? Ligne droite. La table ronde. Et pour cette table ronde, nous sommes toujours avec Guillaume Bernard, politologue et auteur de ce livre, notamment La guerre à droite aura bien lieu chez Desclés de Brouwer, Philippe Murer et ce dernier livre, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et Stéphane Buffetot, adjoint au maire d'Apremont, une commune en Vendée, délégué départemental du CNIP. Non, vous avez même dit vice-président tout à l'heure, il me semble. Oui. Voilà, vice-président du CNIP. Alors, nous parlons ensemble de cette union des droites après l'appel de Charles Mignon, qui appelle donc Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen à se réunir. Est-ce que c'est vraiment possible ? Stéphane Buffetot, vous répondiez. Finalement, qu'est-ce que la droite ? Il y a la droite libérale, la droite étatiste. Je me tourne vers Philippe Murer, parce que justement, Philippe Murer, vous souhaitez quand même faire tourner un petit peu, basculer le curseur de ces séparations droite-gauche pour aller vers plutôt souverainisme mondialiste, si je ne me trompe pas. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut sauver la droite ou est-ce qu'il faut sauver la France ? Moi, je pense qu'il faut évidemment sauver la France et je pense que les Français sont principalement d'accord avec ça. Il y a une erreur d'analyse qui est faite. Oui, la gauche est encore plus démonétisée que la droite. C'est vrai que la gauche a trahi le peuple et la droite a trahi la nation.
Hein, je veux dire, la droite n'a plus rien de gaulliste, n'a plus rien de défenseur de la nation. Elle est engluée dans l'Union européenne. Donc effectivement, la gauche est plus démonétisée. Il y a 13% des gens qui se réclament de gauche. Il y a 35% des gens qui se réclament de droite, mais il y a plus de la moitié des Français qui se réclament ni de l'un ni de l'autre. La deuxième chose, si vous regardez, en termes de score d'ailleurs, LR et Zemmour, qui sont la droite orléaniste et la droite bonapartiste, ils pèsent 23%. À peu près. Marine Le Pen, le RN ne se dit pas de droite. Ils se disent et de droite et de gauche. Eux, ils pèsent autour de 18%. Donc on voit que 23% pour la droite, c'est pas un socle suffisant pour gagner une élection. Et le but, il est de gagner cette élection, qui est d'ailleurs pas perdue. Hein. On fait des têtes d'enterrement comme si Macron avait gagné. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui est macroniste, mais il n'a pas gagné encore. Et ça dépend des appels au second tour et de la force de la fin de la dernière ligne droite. Alors c'est vrai que Clémence, vous soulevez un problème, il y a une double partition, en fait, en France. Il y a à la fois la vieille partition droite-gauche qui reste, d'accord, mais il y a aussi une partition très importante qui est souverainiste mondialiste. Donc ça complique les grilles, puisqu'il y a 4 possibilités et pas 2 possibilités aujourd'hui, très clairement. Donc moi je pense que effectivement, Zemmour a montré que d'ailleurs l'union des droites n'est pas possible. Il a voulu le faire et il a voulu gagner sur cette tactique d'union des droites. Il a voulu récupérer l'électorat du RN et de LR, quoi, en misant l'électorat de LR, grosso modo, c'est de plus en plus une certaine forme de bourgeoisie, et RN le peuple, donc réconcilier la bourgeoisie et le peuple. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il a dû laisser, il n'y a qu'une petite partie de la bourgeoisie qui est aujourd'hui patriote, et on n'a pas besoin de lui donner des sucres de baisse d'impôts pour qu'elle vienne voter pour la droite et pour la nation. Et Zemmour a fait l'erreur de donner à cette bourgeoisie non patriote, qui aime vaguement la nation, des sucres de baisse d'impôts, de programmes libéraux, alors que les classes moyennes et populaires sont détruites par la politique de l'Union européenne, eh bien, en fait, du coup, ça fait que Zemmour n'a pas réussi à avoir des classes populaires et des classes moyennes. Et c'est pour ça qu'il est à 12%. Sinon, il aurait gagné sans problème s'il avait réussi à avoir un programme économique et social sérieux, s'il avait réussi à parler un peu de la nation et de la souveraineté réellement, s'il n'avait pas été ambigu là-dessus, s'il avait été réellement gaulliste, s'il avait réellement réclamé l'indépendance nationale et pourquoi pas un référendum sur l'Union européenne, eh bien dans ce cas-là, il aurait battu Marine Le Pen dès le mois d'octobre et ce serait lui qui serait au second tour. Et il y a un vrai gâchis, hein, parce que Zemmour est quelqu'un d'extrêmement brillant et là, il a fait vraiment un gâchis en faisant cette tactique d'union des droites. Oui, Philippe Murer, je vous entends bien, mais certes, Éric Zemmour a donné peut-être les mauvais sucres à la classe bourgeoise qui ne souhaite pas sortir de l'Union européenne, mais malgré tout, Marine Le Pen non plus, en fait. Donc finalement, pour le moment, on n'a pas de candidat souverainiste. Il n'y a pas de candidat souverainiste, vous avez raison. La seule différence, c'est que Marine Le Pen flatte plus les classes populaires avec un programme économique et social qui parle aux classes populaires, contrairement à Zemmour. Mais effectivement, le seul candidat souverainiste, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui vaut un référendum sur l'Union européenne. Qui s'est pour ça allié avec les Patriotes et Génération Frexit. C'est un tout petit peu tard. Pour le moment, il n'arrive pas à casser... il est à 2%, et c'est tout à fait dommage. Il n'a pas assez d'audience. Ouais. Mais c'était ce positionnement qui était grosso modo le positionnement du RN de 2017, avec plus de travail, plus de sérieux, qui aurait pu faire gagner très clairement, je pense, l'élection présidentielle face à Macron. Guillaume Bernard, est-ce que, d'après ce qu'on entend, d'après ce que dit Philippe Murer, est-ce que finalement ces candidats, Marine Le Pen, Éric Zemmour, bon, je ne parle pas vraiment de Valérie Pécresse ici parce que bon, est-ce qu'elle défend encore la droite, c'est toute la question qu'on ne se pose plus peut-être, mais est-ce que finalement il n'y a pas eu un problème de positionnement d'ailleurs des deux candidats, hein, finalement, même si l'une en effet a un peu plus flatté la coupe populaire de la France, mais finalement on se rend compte que tous les deux sont à peu près alignés sur une droite peut-être, ils n'ont pas assumé le projet souverainiste tous les deux. Alors je suis plutôt d'accord de manière globale avec Philippe Murer. La seule différence que j'ai d'analyse avec lui, c'est que je ne crois pas que le souverainisme en tant que tel et indépendamment je dirais, d'un programme précis à mettre en œuvre soit suffisant pour rassembler une majorité et surtout pour rassembler une majorité capable d'exercer le pouvoir. Parce que le simple fait de dire on reprend notre souveraineté vis-à-vis, je dirais, du monstre froid
qu'est la Commission européenne, ça ne veut pas pour autant dire que, on est d'accord sur les mesures à prendre en interne. Les non au référendum de 2005, ils avaient des motivations différentes. Pour autant, de manière globale, sur le fait que la question de l'indépendance nationale n'a pas été présente dans la campagne et que c'est évidemment une question essentielle. Ça, je suis comme lui pour effectivement dire que c'est regrettable et que nos deux candidats, on va dire, de la droite nationale, enfin nos deux principaux candidats de la droite nationale, n'ont pas voulu cliver sur l'ensemble des sujets. Je crois que c'est l'erreur qu'ils ont commise en pensant faire une campagne à la Trump pour Éric Zemmour ou une campagne apaisée pour Marine Le Pen. En fait, ils ne font pas suffisamment confiance au peuple, tout simplement, et dans la capacité qu'ont les Français de comprendre les enjeux. Ils veulent bien cliver sur certains sujets, mais pas sur l'ensemble des sujets. Or, il y a évidemment un ensemble de sujets pour lesquels ils auraient pu afficher des positions claires et nettes. C'est ça qu'attendent les Français. Et en particulier, tous ceux qui ont l'intention de s'abstenir. Est-ce que vous vous rendez compte que l'on est susceptible d'avoir un record d'abstention à la présidentielle, qui est l'élection phare du système dans lequel nous vivons actuellement, et que même avec un nouveau candidat, une nouvelle force politique qui est Reconquête, qui est quand même l'événement politique de cette présidentielle, il faut quand même le reconnaître, même si on peut être déçu ou suspicieux vis-à-vis de l'équipe qui entoure Éric Zemmour, c'est quand même un événement important. Ni Mélenchon, ni Zemmour, ni Le Pen ne sont en capacité de mobiliser les électorats. Et donc j'en arrive à un point qui me paraît essentiel et qui rejoint d'une certaine manière ce que dit Philippe Murer, même si ma sensibilité n'est pas forcément exactement la sienne. Il y a deux choses qui permettraient, je dirais, de recomposer la vie politique et admettons qu'il ne faille plus se positionner sur la question droite-gauche, mais sur l'intérêt national, l'intérêt du peuple et de l'autre côté, le mondialisme, qu'il soit libéral ou qu'il soit collectiviste. C'est premièrement se mettre d'accord sur une plateforme commune. Et une plateforme commune où il faut admettre qu'il puisse y avoir, je dirais, des positions que les uns et les autres ne partagent pas à 100%, mais qui permet quand même de rassembler des électorats qui ont, je dirais, des intérêts communs. Et je peux le développer en une seconde. Je le ferai dans un instant. Et puis, deuxième élément, je crois qu'il faut raisonner en termes de proximité, c'est-à-dire non pas imposer une structure politique nationale qui, je dirais, centralisée, qui exploite les forces politiques et les forces militantes au niveau local, mais raisonner de manière inverse. Partir de la base, partir du local, partir des villes, des villages, des cantons, des circonscriptions et admettre l'idée que, dans tel canton, dans telle circonscription, l'essentiel des militants, ce sont plutôt des gens des Patriotes. À tel autre endroit, ce sont plutôt des gens du PCD. À tel autre, des gens du RN, etc. Et que c'est sur la base de cette organisation je dirais, locale, où les gens se connaissent, où les gens se fréquentent, où ils savent qu'ils partagent l'essentiel de leurs convictions, qu'ils peuvent composer, que pourrait émerger une force politique qui ne dépendrait pas des intérêts partisans et des intérêts parisiens. Alors Guillaume Bernard, vous nous dites finalement la porte de sortie, la solution viendrait du bas, on va dire des élections locales et non présidentielles ou législatives comme Charles Millon peut l'imaginer. Comme on parle d'élections locales, je vais quand même me tourner vers Stéphane Buffetot qui est directement concerné. Stéphane Buffetot, adjoint au maire d'Apremont. Comment vous considérez, est-ce que vous pensez qu'au niveau local ce sera plus facile de faire ces alliances? Alors, en fait, Guillaume Bernard a réinventé le Centre national des indépendants des origines, si je puis dire. Parce que les indépendants, au départ, c'était effectivement des élus locaux qui s'étaient regroupés et qui étaient devenus, à partir de la base, qui étaient devenus la première force politique de la fin de la 4e et du début de la 5e République. Bon, aujourd'hui, les élus locaux, les trois quarts se disent centre-droit ou apolitiques, en fait. C'est vraiment... ils n'ont pas de conscience politique très forte. Moi, je crois que c'est très difficile parce que finalement, alors ça va changer après l'élection,
évidemment, moi, je vois bien dans mon département, ils sont plus ou moins affiliés à LR, sans le dire complètement, mais il y a l'influence des puissants, entre guillemets, sénateurs notamment. Et voilà, il y a tout un système, un écosystème d'élus locaux. Moi, je pense que le débat, pour revenir sur le fond, il est entre finalement les gens qui sont enracinés, et c'est là que, et ceux qui sont déracinés. Quand je dis enraciné, c'est enraciné dans la nation, bien sûr, mais ça, c'est un peu, ça peut être une vue un peu générale des choses, mais qui sont enracinés dans la vie réelle, dans la réalité des choses et des gens. Et c'est là, effectivement, que quand vous êtes élu local, vous êtes vraiment enraciné dans la réalité. J'entendais Monsieur le maire qui disait, il va falloir que les Français s'habituent à faire attention à leur consommation d'hydrocarbures. Enfin, il n'a jamais été dans une station-service en province. Où on voit les gens qui regardent défiler les chiffres sur la pompe et qui font un demi-plein parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire un plein complet. Bien sûr. Et puis ces personnes-là qui de toute façon n'ont pas le choix en fait, qui ont besoin de prendre la voiture pour leur trajet quotidien. Parce que leur travail, il n'y a pas de métro évidemment entre Apremont et La Roche-sur-Yon. Voilà. Et donc il y a vraiment cette question, les enracinés et les déracinés mondialisés. Effectivement. Vous revenez un petit peu au curseur de Philippe Murer, souverainiste mondialiste. Je dirais plutôt enraciné, déraciné. Et ça revient à peu près au même, mais pas complètement. Pas complètement. Et vous savez, en fait, les déracinés qui nous gouvernent, ils ont donné le primat absolu à l'économie et donc finalement aux théories libre-échangistes. Tout à fait. C'est absolument évident. Donc la spécialisation des productions, voilà, et la division internationale du travail. C'est les grands trucs. Des théories de la mondialisation comme de l'Union européenne. Et on en a vu les effets avec les deux crises que nous venons ou que nous traversons encore, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Et on s'est rendu compte d'un seul coup qu'avec ce principe-là, on était dans une dépendance extrêmement dangereuse. On l'a vu pendant la crise sanitaire à propos des médicaments, 80% des substances de base, si je puis dire, des médicaments sont fabriqués en Chine et en Inde. C'est une arme colossale, si je puis dire, qu'on a laissé partir. On s'est rendu compte qu'on était complètement désindustrialisé et la guerre en Ukraine nous fait rendre compte que l'Union européenne, on le savait très bien, moi ça fait 20 ans que je travaille dans l'Union européenne, on est complètement dépendant sur non seulement les sources d'énergie, mais encore un certain nombre de métaux rares et de terres rares qui sont nécessaires pour la transition écologique. Donc on s'est mis dans une situation impossible à cause justement de ce déracinement de nos élites. Alors, on va se tourner vers Philippe Murer, justement, qui connaît bien ces questions-là d'énergie, d'économie. Philippe Murer, est-ce que vous trouvez que finalement on peut revoir les choses en parlant d'enraciner, déraciner, mais surtout est-ce que ça peut être une solution pour nos... Parce que si on parle concrètement, mais est-ce qu'on peut réussir encore à imaginer cette union qui soit une union des droites, une union des souverainistes, une union des enracinés? On peut l'appeler comme on veut, mais est-ce que ça fonctionnerait? Tout à fait. Moi, ça me parle quand on parle de enraciner, déraciner. Ça me parle complètement aussi. Vous voyez, alors que moi, je suis plutôt gaulliste, c'est-à-dire d'une certaine manière de droite et de gauche. Le gaulliste n'est pas de droite, il est de droite et de gauche. Je pense que oui, on peut le réussir. Oui, la chose principale, c'est d'abord l'indépendance de la France pour pouvoir agir. Très clairement. Et ensuite, on peut se retrouver sur les problèmes de sécurité et d'immigration, qui sont des problèmes globaux des Français. C'est plutôt la droite qui le porte, mais je peux vous dire que le peuple de gauche a autant envie de sécurité dans une France qui est quand même devenue un peu ensauvagée. Le peuple de gauche a autant envie, aussi a beaucoup envie, il y en a beaucoup qui ont envie de baisse des flux d'immigration, d'arrêt des flux d'immigration, puisqu'on n'arrive plus à assimiler les gens, et tout un travail sur l'écologie, l'économie et le social, parce que même si l'économie, on en a trop parlé ces 30 dernières années, il y a un tel problème d'appauvrissement, de paupérisation, de tiers-mondisation, je dirais même de l'économie française, qu'on a vu avec ce problème de médicaments, de masques, etc., qu'il faut absolument aussi rétablir l'économie en France et mieux redistribuer l'argent, mais par la production et non par des impôts qui seraient pris en masse sur les riches pour les redistribuer aux pauvres. Oui, mais cette union, elle est possible quand alors ?
Pardon ? Cette union, elle est possible quand ? Parce que si on écoute Guillaume Bernard, ce sera que c'est pas tout de suite. Hein, c'est ni les présidentielles, ni les législatives, et encore faut-il attendre peut-être pour les élections locales. Alors, elle sera possible quand les gens qui s'occupent d'identité, pour qui l'identité est la chose fondamentale, et je les respecte parfaitement, seront assez honnêtes pour dire si on n'a pas de souveraineté, si on n'a pas de capacité de décider, on ne pourra pas défendre notre identité. Et en même temps que ceux qui sont souverainistes disent oui, c'est bien, on va reprendre notre pouvoir, mais il faut savoir qui nous sommes, donc il faut aussi défendre l'identité. Vous voyez, identité et souveraineté sont les deux faces de la même médaille, et cette division est devenue complètement absurde entre identité et souveraineté. Ah oui, donc vous êtes pour une alliance non seulement en fait des souverainistes, mais des souverainistes avec l'union de la droite finalement. Avec les gens qui défendent l'identité, avec les gens qui défendent l'identité, mais qui ont la cohérence de dire pour défendre l'identité, arrêter l'immigration et défendre notre identité au sens large, il faut avoir de la souveraineté. D'accord, non mais c'est très intéressant. Et vous pensez que ce serait faisable quand ? Vous croyez que pour les législatives, on peut croire à ce genre d'union ? Est-ce qu'on peut Oui, il faut essayer pour les législatives parce que sinon ça va être la déroute, quoi. Ça va être la déroute, ça pourrait être la déroute face au macronisme. Donc je pense qu'il faut le faire parce que concrètement, ça veut dire l'équipe de Nicolas Dupont-Aignan, Génération Frexit, les Patriotes, mais également les RN et l'équipe d'Éric Zemmour, pourquoi pas certains LR, tous ensemble peuvent se réunir pour des alliances ou les législatives. Pourquoi pas, pour dire telle circonscription et telle autre est plus gagnable par un tel, pour essayer effectivement de faire un bon score et voire de gagner les législatives. Oui, je pense qu'il faut faire quelque chose. C'est urgent. Si je puis intervenir. Allez-y, bien sûr, Stéphane Buffetot. Je peux vous dire que localement, moi, ce que je vois, c'est une espèce de désespérance ou de gens complètement désabusés à l'égard de la politique, et que si on ne réussit pas aux législatives à faire une alliance raisonnable entre des gens qui sont à proximité, cette désespérance va encore s'accroître de façon terrible, et quand il y en a, on va finir de passer par la désespérance à la fureur ou à la colère des gens. Et d'ailleurs, on a vu quand même avec les gilets jaunes et certains mouvements qu'il y a cette espèce de conviction que de toute façon, les hommes politiques et les femmes politiques vivent dans un monde qui n'est pas le monde réel et concret. C'est le système d'appareils, de financement. Et en vérité, alors là pour le coup, c'est vraiment l'avenir de la France qui est en jeu, parce que on est dans une situation économique, en vérité personne ne le dit, mais qui est complètement désastreuse. Quand on regarde, on compare, comparaison n'est pas raison, certes, les données fondamentales de l'Allemagne et de la France, c'est à peu près l'image inversée, si je puis dire. Donc, c'est que en l'an 2000, la France représentait par rapport à l'Allemagne 50% en matière d'industrie. Maintenant, on est arrivé à un tiers de l'industrie allemande. On ne cesse de se dégrader sur ce plan-là. Or, finalement, l'industrie est la base nécessaire pour la prospérité économique. Parce qu'on est à une économie de service, mais l'économie de service, c'est énormément le service à l'industrie. Et si vous n'êtes pas l'industrie, vous avez une économie de service, mais à la personne, qui est beaucoup moins génératrice de richesse. Et donc, on voit effectivement, ça a été très bien dit tout à l'heure, la France est en train de se tiers-mondaliser, en tout cas de s'appauvrir de façon terrible. Donc il y a cette désespérance et cette idée que finalement les hommes politiques, ils ne peuvent rien changer aux choses, etc. Donc il faut déjà montrer par une alliance intelligente qu'on est capable, au moins, de ça, c'est-à-dire s'entendre alors qu'on a des proximités évidentes, même si on a des différences. Donc allez, si on ne gagne pas législative, si on est incapable de faire des alliances, si on a un candidat, en gros, Reconquête via CNIP, puis un candidat Rassemblement National, ça sera la calamité. Surtout que Stéphane Buffetot, on peut préciser, je pense que vous ne pourrez pas me contredire, que très souvent ces candidats ont changé eux-mêmes d'étiquette en suivant un peu les mouvements, en étant toujours fidèles à leurs valeurs, qui restent les mêmes, mais finalement le parti changeant ou étant plus ou moins présent, ils ont changé d'étiquette, ils peuvent se reconnaître facilement dans un parti ou dans l'autre, eux au niveau local, puisque leur programme politique locale, lui, ne changera pas. Les valeurs sont les mêmes. Je me tourne une dernière fois vers Philippe Murer. Donc cette alliance, c'est-à-dire cette alliance qui ne pourrait se faire, d'après ce qu'on comprend, que si on lâchait les logiques de parti pour avoir une logique de nation, de France, comme disait Philippe Murer tout à l'heure, est-ce que c'est envisageable ou pas du tout ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse le deuil d'une
d'une supériorité, d'une pensée pour la France dans ces élections prochaines. En tout cas, vous savez, le RN, même si le Front National de 2017, c'est ce qu'il faisait. Hein. Il rassemblait une droite gaulliste et d'autres droites, quoi. Une droite plus identitaire. Et donc, c'est possible. Après, ça dépend si les gens qui sont à la tête des partis sont capables d'arrêter de penser à leur ego, mais de penser à la France, quoi. Voilà. Et d'arrêter de penser à leur boutique, à leur ego et à la France. Ça, c'est la vraie question. De toute manière, après ces présidentielles, LR va dégager. Ils vont se scinder entre Macron et peut-être Zemmour, mais ça va disparaître, un parti satellite des élections nationales, parce que beaucoup vont rejoindre Macron pour retrouver leur siège. Donc, on va avoir de toute manière une énorme recomposition après la présidentielle. Guillaume Bernard, donc plutôt pessimiste de votre côté, pour finir. Alors moi, le mot de la fin. Je crains malheureusement que les logiques partisanes, que les intérêts financiers des boutiques ne l'emportent sur l'intérêt national, mais il est bien évident qu'on pourrait parfaitement imaginer qu'il y ait, dès ces élections législatives, un certain nombre de candidats suffisamment, je dirais, implantés localement pour dire, écoutez, moi je veux faire cette unité, je veux rassembler des électorats qui sont épars mais qui convergent pour l'essentiel sur un certain nombre de points, et quitte à y aller sans étiquette, même si je revendique, je dirais, une proximité avec tel ou tel parti, on peut déjà peut-être imaginer effectivement une recomposition. Mais je crains que malheureusement, sur les 577 circonscriptions, ça ne soit pas possible. Et, il faut donc partir de la base, du local, premièrement, et deuxièmement, se mettre d'accord sur une plateforme commune. Et je reviens un instant sur ce que Philippe Murer a dit tout à l'heure. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Il faut qu'il y ait des concessions réciproques, c'est-à-dire que chacun a une grille d'analyse qui penche plutôt sur le côté identitaire, plutôt sur le côté souverainiste, plutôt sur le côté libertés économiques, plutôt sur la question de la dignité de la personne. Il y a un programme commun, ou du moins une plateforme commune qui peut être identifiée, qui soit doctrinalement cohérente et qui en même temps permette de séduire des électorats avec des sensibilités un petit peu différentes. Je vous rappelle qu'il y a eu en 2018 l'appel d'Angers, que cet appel d'Angers avait déjà commencé à préparer l'émergence de cette plateforme commune. Ça n'a pas, je dirais, continué, ou ça n'a pas encore abouti, mais ça pourrait continuer. Et si j'ose dire, si vous me permettez, cette plateforme commune, elle tient en 5 mots. Identité, souveraineté, autorité de l'État pour les fonctions régaliennes, liberté au pluriel, c'est-à-dire aussi bien pour les corps intermédiaires, pour les entreprises, les associations, ou si on préfère subsidiarité, et puis dignité de la personne. Et donc, je comprends bien... Vous voyez, moi, ça me va très bien. Moi aussi, je vote pour vous, Guillaume Bernard. En tout cas, pour tous ceux qui arriveront à se mettre d'accord sur cette plateforme commune, je le répète. Mais faites-le, faites un appel de rassemblement derrière Charles Millon, parce que on a bien peur que si ça ne continue pas, si personne se réveille, on n'y arrivera pas. Mais on lancera cet appel en coulisses. En tout cas, merci beaucoup Guillaume Bernard, merci à vous Philippe Murer, et merci à vous Stéphane Buffetot pour donc ce sujet sur l'union des droites, ou l'union des souverainistes, ou l'union de tout ce monde-là ensemble, puisque ce sont deux faces d'une même